Je m'appelle Fémérite. J'ai 31 ans. Il y a 3 semaines, mon mari m'a giflé devant 550 invités, lors de notre dîner d'anniversaire de mariage, et 550 personnes ont ri. Mon beau-père venait de porter un toast à ma remplaçante, alors que j'étais assise à la table. Ma belle-mère m'avait remis mon 3e tablier Gucci en 3 ans. Mon propre mari tenait la main d'une autre femme, sous la table. Quand je me suis levé pour parler, son alliance m'a fendu la lèvre. Ils ignoraient les 2 mots que j'étais sur le point d'envoyer par texto à mon père. Ils ignoraient que ces 2 mots allaient rayer leur famille de l'immobilier de Boston, en 72 heures. Avant de vous y emmener, si des histoires comme celle-ci comptent pour vous, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Et dans les commentaires, dites-moi d'où vous regardez, et quelle heure il est pour vous en ce moment. Je lis tout le monde. Maintenant, laissez-moi vous ramener 3 semaines en arrière, à la nuit où je croyais encore que l'amour suffisait. Laissez-moi reculer encore plus loin. 4 ans en arrière. Le tout premier dîner que j'ai eu chez les Alden, à Brooklyn. Je portais un pull gris que j'avais depuis la fac de droit. J'avais apporté une tarte aux noix de pécan, que j'avais cuite ce matin-là à 6 heures. J'avais rencontré Declan 8 mois plus tôt, et je l'aimais de la façon dont on aime quelqu'un, à qui l'on n'a pas encore dit toute la vérité. Vivien a ouvert la porte. Elle a regardé mon pull pendant 3 longues secondes. Oh, fait, comme c'est délicieusement rustique. Elle n'a pas pris la tarte. Elle l'a tendue à la gouvernante. Raymond était dans la bibliothèque. Un verre de whisky à la main, les yeux fixés sur moi, avant même que je ne m'assoie. Parlez-moi de votre famille, fait. Je m'étais entraîné pour ça. Mon père travaille dans l'automobile. Ma mère est décédée quand j'avais 19 ans. Raymond a souri. L'automobile ? Donc, c'est un mécanicien. Il a commencé comme ça. Oui, un mécano. Il s'est tourné vers Declan. Fils, tu fais un mariage en dessous de ta condition. Declan a ri. C'était doux. C'était court, mais il a ri. Vivien a touché mon poignet. Oh, ma chérie, c'est tellement triste pour ta mère. Vraiment. Le mot triste est resté coincé, quelque part entre sa gorge et ses dents, comme si elle ne l'avait jamais utilisé auparavant. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. Je suis resté debout devant le lavabo. J'ai regardé mon visage dans le miroir, pendant un long moment. J'ai décidé, en silence, de ne pas dire à Declan qui était vraiment mon père. Je n'avais pas honte. Je voulais voir s'il resterait à mes côtés, en pensant que je n'avais rien. Cette décision allait me coûter 3 ans. Elle allait aussi me sauver de tout le reste. Quand je suis revenu, Declan riait avec son père, à propos d'un match de tennis. Il n'a pas levé les yeux. Voici ce que je ne lui disais pas. Mon père s'appelle Arthur Mérite. Il a 62 ans. Il a une tache de cambouis permanente sur l'articulation du pouce, qu'il s'est faite en 1987 en changeant une courroie de distribution, et il la montrera à quiconque le lui demandera. En 1985, il était mécanicien à Worcester. Il gagnait $9 de l'heure. Il a acheté un garage en faillite, pour $17 000. Puis le terrain de derrière. Ensuite, une bande de zones commerciales dont personne ne voulait, en 1991. 35 ans plus tard, Merit Holdings gère $3,2 milliards en immobilier et en prêt privé, sur toute la côte est. Mon père conduit toujours un Ford F-150 de 1992. Il porte toujours des chemises en flanelle, lors des réunions du conseil d'administration. Les banquiers le prennent pour le technicien de la climatisation, et il les laisse faire. Ma mère, Hélène Mérite, m'a appris une phrase, avant de mourir. Fais, laisse-les te sous-estimer. C'est l'avantage le moins cher que tu n'obtiendras jamais. Elle l'a dit depuis son lit d'hôpital. J'avais 19 ans. Je l'ai écrit. J'ai commencé à cacher ma famille, le jour où mon petit ami du lycée l'a découvert, et m'a demandé de lui acheter une voiture. Je suis entré à la fac de droit de Boston College, grâce à mon propre dossier. J'ai payé mes frais de scolarité avec mes propres bourses. J'ai pris un emploi chez Bergman & Rowe, au lieu de travailler en interne, dans un cabinet dont mon père possédait secrètement des parts. Mon père a accepté de rester en dehors de ma vie, à une condition. Gamine, le jour où tu as besoin de moi, tu appelles, et j'arrive. J'avais 25 ans,
quand je lui ai fait cette promesse. Je pensais que je ne m'en servirais jamais. Je m'en suis servi 6 ans plus tard, la lèvre en sang, dans la salle de bal du Four Seasons. Declan Alden est entré dans une clinique juridique bénévole de Dorchester, un mardi de mars. Son entreprise exigeait 10 heures de bénévolat par an. Il pensait y rester 1 heure. Il en est resté 6. Puis, il m'a invité à dîner. J'ai dit non. Il a redemandé le jeudi. J'ai dit oui le samedi. Pendant 11 mois, il a été gentil. Il se souvenait que je détestais la coriandre. Il m'a apporté de la soupe au poulet quand j'avais la grippe, et n'a fait aucun commentaire sur mon appartement. Il m'a posé des questions sur mon père, exactement 2 fois. Les 2 fois, j'ai dit, il répare des voitures. Il vit seul. Il va bien. Les 2 fois, Declan a hoché la tête, et a laissé tomber. Je pensais que cela signifiait qu'il me respectait. Je pense aujourd'hui que cela signifiait qu'il ne voulait pas savoir. Il m'a demandé en mariage au restaurant de PHO de Dorchester Avenue, là où nous avions eu notre 2e rendez-vous. La bague appartenait à sa grand-mère. Petite, mais vraie. J'ai dit oui. J'ai appelé mon père, depuis le trottoir. Papa, je vais me marier. Une longue pause, puis, il est bon avec toi. Oui. Il sait? Non. Une autre pause. Tu veux mon avis ou pas? Pas encore. D'accord, gamine. Appelle-moi quand tu le voudras. Raymond a insisté pour un contrat de mariage, 3 semaines après les fiançailles. Sa voix au téléphone avec Declan était assez forte, pour que je l'entende à travers le mur. Fils, on ne va pas laisser une fille de Worcester toucher à l'entreprise. J'ai souri au plafond. J'ai appelé Gregory Finch, cet après-midi-là. Le directeur juridique de mon père, depuis 25 ans. L'homme qui lit un contrat, de la même manière que mon père lit une conduite de frein. Gregory, j'ai besoin que tu révises quelque chose, discrètement. Gregory a ri, d'un rire grave et chaleureux. Gamine, ça fait 3 ans que j'attends cet appel. Le contrat de mariage a été signé, dans une salle de conférence en acajou sur Federal Street. Raymond était assis en face de moi, dans un costume à $3000. Gregory m'avait donné 16 pages de notes la veille au soir, surlignées en 3 couleurs. Le document faisait 49 pages. L'avocat de Raymond a d'abord passé en revue l'annexe des biens des Alden. Actifs commerciaux, résidentiels, position de trésorerie. J'ai écouté attentivement, à la page 47. Et la facilité de crédit de premier rang, a dit l'avocat de Raymond, 1,8 milliard brut, dont 840 millions de prêts de premier rang détenus par Merit Capital LLC. Raymond a balayé l'air de la main. La partie ennuyeuse. Passez à la suite. J'ai tenu mon stylo, parfaitement immobile. J'ai regardé le motif de la moquette, pendant 3 respirations. Je n'ai pas regardé Declan. Ensuite, j'ai signé l'annexe séparée pour mes propres actifs. $184 000. Un appartement sur West Brooklyn Street. Un plan d'épargne retraite. Une Honda Civic. Des prêts étudiants remboursés. Raymond a jeté un œil au total. Il a souri à Declan. Fils, on a verrouillé le coffre-fort. Declan lui a rendu son sourire. Il n'a pas lu ma page. Je suis sorti de ce bâtiment, j'ai conduit jusqu'à mon appartement, et j'ai appelé mon père depuis le parking. Papa. Gamine. Alden Property doit $840 millions à Merit Capital. Long silence. Ouais, je ne pensais pas que ça avait de l'importance pour toi. Tu veux que j'annule tout? Non. Tu es sûr? J'en suis sûr, gamine. Tu vas te marier avec ta propre garantie financière. Je sais. Qu'est-ce que tu attends de moi? Reste en dehors de ça, jusqu'à ce que j'appelle. Il a expiré. Combien de temps as-tu l'intention d'attendre? Jusqu'à ce que je sache qui il est vraiment. Les empreintes de Gregory Finch étaient sur chaque clause, qui allait un jour me protéger. Je ne le savais pas à l'époque. Je le sais maintenant. Le 1er Noël, Vivien a emballé mon cadeau dans du papier argenté. Je l'ai ouvert à la table du dîner. 17 personnes me regardaient. Un tablier Gucci, crème avec une rayure.
Oh, ma chérie, pour la cuisine. C'est inspirant. Des rires autour de la table. Declan a ri, lui aussi. J'ai ri de moi-même, parce que cela semblait plus facile. Je l'ai rangé dans mon placard. Le mariage du cousin, au printemps de la première année. Vivien m'a assise à la table des enfants. Il y a eu une confusion avec les cartons de placement, ma chérie. Les enfants t'adorent, de toute façon. J'ai mangé des nuggets de poulet, à côté d'un enfant de 9 ans, qui m'a demandé si j'étais une adulte. J'ai répondu, parfois. Le 65e anniversaire de Raymond, la 2e année. Il a porté un toast à Declan devant 40 personnes. Mon fils a épousé la gentillesse, pas la classe, mais la gentillesse est importante, elle aussi. Declan m'a embrassé sur la joue, par la suite. Il est juste comme ça, fait. N'en fais pas toute une histoire. 3e année, 2e tablier Gucci. 3e année, la fête prénatale de la cousine. Vivien m'a présenté comme notre fille de Worcester. Elle apprend encore. J'ai commencé un carnet. Un Moleskine noir, acheté $14, dans une papeterie sur Newbury Street. Date, citation, témoin. Je ne savais pas ce que j'étais en train de construire. Je savais seulement que la mémoire était une vulnérabilité, que je ne pouvais pas me permettre. Ma meilleure amie, Nora Callahan, était assise en face de moi, dans un restaurant thaïlandais sur Tremont. Fait, pourquoi es-tu encore là? Je l'aime. Fait, je sais que ton amour est un luxe, qu'il ne peut pas s'offrir. J'ai ri une fois, puis j'ai cessé de rire. Je suis rentré chez moi, ce soir-là. Declan était sur le canapé, en train de regarder ESPN. J'ai dit, j'ai passé une dure journée. Il a fait des MMH, et n'a pas tourné la tête. J'ai ouvert le carnet. J'ai écrit une seule phrase, il n'a pas tourné la tête. Je l'ai refermé. Raymond a convoqué Declan, dans la salle de conférence des Aldennes, un lundi. J'ai entendu l'appel sur haut-parleur, parce que Declan avait oublié de fermer la porte du bureau. Le 3e anniversaire est un événement de relations publiques. Point final. 550 invités. Le Boston Globe. Le Boston Magazine. Le bureau du maire a confirmé. Tu te comporteras comme un directeur financier. Ta femme se comportera comme une femme. Declan, c'est ce qu'elle fait toujours. Elle porte du beige. Elle sourit. Elle n'a aucune opinion sur les Hollow Evans. Une longue pause. Papa, est-ce que Cresa vient? Elle est assise à notre table. Papa. Declan, tu veux le poste de PDG ou pas? Je veux le poste. Alors tu te comportes bien. L'appel s'est terminé. Declan est entré dans la cuisine, où j'étais en train de couper des carottes. Il n'a pas dit que j'avais entendu. Il n'a pas dit que je n'avais rien entendu. Il a dit, bébé, j'ai besoin que tu souris beaucoup, vendredi. Nous avons une situation délicate au travail. J'ai demandé, quelle situation? Tu ne comprendrais pas la partie financière. J'ai fini de couper les carottes. J'ai dit, d'accord. Cette nuit-là, mon téléphone s'est allumé avec un email de Gregory Finch. Fait. Le rapport de conformité du 4e trimestre d'Alden Property a été déposé aujourd'hui. 3 clauses restrictives de la dette sont en violation continue, depuis le 14e mois. Le bureau de conformité de Mérite Capital retient la lettre de mise en demeure, sur instruction d'Arthur. Il m'a demandé de te dire que rien n'a changé. Il attend ton feu vert. GF. Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé le téléphone, face vers le bas. Declan est sorti de la douche. Qu'est-ce qui ne va pas? Le travail. C'est bon. J'ai besoin que tu sois solide, vendredi. Je serai solide. Je suis allé vers le placard. J'ai sorti la robe beige que Vivien avait approuvée. Je l'ai accrochée au dos de la porte. Je l'ai regardée, pendant un long moment. La salle de bal du Four Seasons peut accueillir 550 personnes, réparties sur des tables rondes de 10. Des colonnes en marbre, 3 lustres, un quatuor à cordes dans un coin qui jouait du Pachelbel en boucle, comme si quelqu'un les avait payés pour rester polis. Je portais la robe beige. Je portais de petites boucles d'oreilles en perles. Celle de ma mère.
Je ne me mens plus à moi-même sur cette partie-là. Kreza Holloway-Vance était à l'entrée, quand nous sommes arrivés. Elle a serré Declan dans ses bras, pendant 4 secondes de plus qu'elle ne m'a serré moi. Elle m'a serré pendant 1 seconde. Raymond m'a présenté à un sénateur d'État. Voici la femme de mon fils. Elle est du coin. Le sénateur m'a serré la main. Quel cabinet? Bergman & Rowe. Surtout du droit des contrats. Ses yeux ont scié. Votre nom de famille émérite. Oui. C'est vous qui avez plaidé le dossier des retraites de Willan, l'année dernière? Le sourire de Raymond s'est figé. C'est moi qui l'ai rédigé. Le sénateur a hoché la tête. Magistral. Raymond a tiré le sénateur vers le bar, avant qu'il ne puisse en dire plus. Vivien est apparue. Elle a soulevé mon visage avec un doigt. Elle a essuyé le coin de ma bouche avec une serviette, qu'elle avait déjà utilisée. C'est un peu bavé, ma chérie. Je l'ai laissé faire. Nora m'a envoyé un texto depuis son appartement. Comment ça se passe? Ça commence à ressembler à un coup monté? Fait, par maintenant. Encore une soirée. J'ai besoin de voir l'ensemble du tableau. Fait. Nora, fais-moi confiance. J'ai rangé le téléphone dans ma pochette. J'ai trouvé notre table. La table numéro 1. Raymond en bout de table. Vivien à sa droite. Declan à côté. Kreza à côté de Declan. Ses parents après eux. Moi, tout au bout, coincé entre le centre de table et un homme d'une banque commerciale, dont je n'ai pas saisi le nom. J'ai pris une grande inspiration, puis une autre. J'avais survécu à de pires dîners, ai-je pensé. L'amuse-bouche est arrivée. Raymond a tapoté son verre, et a attiré l'attention de la table vers lui. La femme de Declan fait du droit des contrats. Très sérieuse, un petit cabinet. Quelque chose à propos des retraites. Fascinant, vraiment. Des rires. Discret. Poli. Kreza a ri le plus longtemps. J'ai souri. Je l'ai remercié pour ses mots gentils. J'ai mangé l'amuse-bouche. Vivien s'est penché vers la mère de Kreza. Elle a vraiment les pieds sur terre. Une fille de Worcester, vous savez. La mère de Kreza a répondu, oh, comme c'est rafraîchissant. Son ton faisait résonner le mot rafraîchissant, comme un synonyme d'éponge de cuisine. Declan n'a rien dit. Il a coupé sa coquille Saint-Jacques en 4. Le sénateur d'État, à l'autre bout de la pièce, a levé son verre vers moi. J'ai levé le mien en retour. Raymond l'a remarqué. Il s'est penché au-dessus de l'arrangement floral. Un de vos amis, fait? Il a lu mon dossier. Ah, l'affaire Willan, ça doit être satisfaisant d'être utile. Ça l'est. Je suis sûr que les retraités vous apprécient. 58 000 d'entre eux, oui. La fourchette de Raymond s'est arrêtée au-dessus de son assiette. Vivien a comblé le silence. Fait. Ma chérie, parlez à tout le monde de votre appartement. Ça a l'air si douillet. 55 mètres carrés, une chambre, dans le South End. La mère de Kreza, oh, c'est adorable. J'ai souri. Merci. Declan, enfin, nous avons parlé de déménager pour plus grand. Ah bon? La table s'est figée pendant une demi-seconde. Les oreilles de Declan ont rosi. Je veux dire, quand les choses se seront calmées. Raymond est venu à son secours. Quand les choses se seront calmées, mon fils aura des options, qu'il ne mesure pas encore aujourd'hui. Il a regardé Kreza. Kreza a regardé Declan. Declan a regardé son assiette. J'ai ouvert ma pochette. J'ai vérifié mon téléphone. Arthur avait envoyé un seul texto. Tu manges, gamine? J'ai tapé lentement. Il a répondu, moi aussi. Le deuxième plat est arrivé. Vivien s'est levé avec une petite boîte emballée dans du papier doré. J'ai un petit quelque chose, pour notre fille dont c'est l'anniversaire. 500 visages se sont tournés. Une journaliste du Globe a levé son téléphone. Vivien m'a tendu la boîte. Ouvre-la, ma chérie. Je l'ai ouverte. Un tablier Gucci, vert foncé, brodé d'une abeille.
Un battement de silence, puis des rires éclatants par endroits à travers la pièce. Un enfant, à une table voisine, a demandé « Maman, est-ce qu'elle a gagné un prix de cuisine ?» Vivien a annoncé « C'est son 3e, un pour chaque année. » Elle a levé 3 doigts, pour le photographe du Boston Magazine. J'ai plié le tablier avec soin. Je l'ai posé sur la table, à côté de mon assiette à pain. Merci, Vivien. Vous savez toujours exactement ce que vous voulez que je sois. Quelques rires, nerveux cette fois. Les sourcils de la journaliste du Globe se sont légèrement levés. Vivien s'est assise. Son sourire a vacillé. Une mère, à la table d'à côté, a chuchoté à sa fille. Je l'ai entendue, parce qu'elle chuchotait mal. Pauvre fille. 3 ans à subir ça. Sa fille a chuchoté en retour, pourquoi est-ce qu'elle ne part pas? La mère a répondu, ils ont toujours une raison. J'ai regardé le tablier. J'ai regardé Declan. Il examinait son verre d'eau. Raymond a comblé le silence. Ces tabliers sont une blague récurrente. Vivien a un sens de l'humour formidable. Elle fait preuve d'une cohérence remarquable, ai-je dit. Crésa a ri, trop fort. Vous savez, je cuisine aussi. C'est tellement important. Declan a ajouté, Crésa est une cuisinière incroyable. Crésa a posé sa main, sur l'avant-bras de Declan. J'ai vu cette main. Vivien aussi l'a vue. Vivien n'a rien fait. J'ai pris une gorgée d'eau. J'ai pensé au carnet Moleskine, qui m'attendait à la maison. J'ai pensé, ce soir, je vais arrêter de prendre des notes. J'ai reposé le verre. Raymond a réorienté la conversation à table. Il parlait assez fort, pour que les tables voisines en profitent. Le père de Crésa, Owen, dirige Vanguard Partners. De vrais capitaux, de vrais constructeurs. C'est ça le jeu, aujourd'hui. Le père de Crésa a hoché la tête. Owen avait une mâchoire carrée, semblable à un meuble massif. Declan et Crésa étaient ensemble au pensionnat de Choat, a poursuivi Raymond. Promotion 2011, le monde est petit, une petite promotion. Ils sont restés proches. Crésa a ri. Très proche. Elle a serré le bras de Declan. Declan ne s'est pas dégagé. Une femme, à la table d'à côté, a dit assez fort pour qu'on l'entende, mais il n'est pas marié, lui? Son mari l'a fait taire. Vivien a dit, d'un ton enjoué, les vieilles amitiés sont une telle bénédiction. Vous ne trouvez pas, fait? Je l'ai regardé. Je pense qu'elle devrait rester au stade du passé, quand les gens sont mariés à d'autres. Un petit silence, tranchant. Raymond a gloussé. Oh, fait se montre protectrice. C'est adorable. Je n'ai pas répondu adorable en retour. J'ai bu mon eau. Crésa s'est penchée devant Declan. Elle m'a parlé pour la première fois, de la soirée. Fait, nous ne sommes que de vieux amis. Ne sois pas si peu sûr de toi. 15 mots. Je les ai comptés plus tard. Elle l'avait répété. J'ai souri. Je ne manque pas d'assurance, Crésa. Je suis observatrice. Son sourire est retombé d'1 millimètre. Declan a dit, bébé, s'il te plaît, mange juste ton poisson. Bébé. Il ne m'avait pas appelé bébé depuis 4 mois. Il m'avait appelé fait à chaque dispute, depuis le mois de février. Il donnait une représentation pour son père, pour les Hollow Evans, et pour 547 autres personnes qui pensaient que Crésa était une candidate. Raymond a levé son verre. Aux vieux amis, a-t-il trinqué. Crésa a trinqué. Vivien a trinqué. Declan a trinqué. J'ai gardé mon verre au niveau de la table. Je ne l'ai pas levé. Raymond s'est tourné vers moi, avec un nouveau sourire. Le sourire qu'il arborait quand il était sur le point de me faire une fleur. Fait. Comment va votre père? Il bricole toujours? Il va bien, je vous remercie. A-t-il toujours ce petit garage, là-bas à Worcester? Il a un atelier. Oui. Je n'arrête pas de me dire que je devrais lui envoyer une voiture. Ma Mercedes a une courroie qui grince, je me suis dit, autant garder ça en famille. Des rires, à table. L'employé de banque à côté de moi a ri poliment. Le père de Crésa n'a pas ri.
Je l'ai remarqué. Declan a ri. C'est lui qui a ri le plus fort. La tête en arrière. Il a dit, entre deux respirations, « Papa, arrête. Il te facturerait probablement le tarif normal. » Encore des rires. Declan se prenait au jeu. Plus fort, maintenant. On lui donne un pourboire à Noël. C'est mignon. La table a ri de plus belle. J'ai observé mon mari, pendant 2 bonnes secondes. J'avais vu Declan rire de beaucoup de choses, en 3 ans. Je ne l'avais jamais vu rire comme ça. Les yeux brillants, les épaules remontées, en pleine représentation, le rire d'un garçon au pied de son père, qu'on avait enfin laissé entrer dans la confidence de la blague. Il ne m'a pas regardé pendant qu'il riait. Il regardait Raymond, et Raymond le regardait en retour, comme un homme remettant un trousseau de clés. Quelque chose à l'intérieur de ma poitrine est devenu très silencieux. Pas brisé. Silencieux. Le genre de silence qui s'installe dans une salle d'audience, lorsqu'un juré vient de prendre sa décision. J'ai pris ma fourchette. J'ai coupé un morceau de poisson. Je l'ai mâché lentement. J'ai pensé, ça y est. C'est le moment. Je n'ai rien écrit. Je n'en avais pas besoin. Je me souviendrai de ce rire, pendant très longtemps. Je sais que certains d'entre vous, qui regardez en ce moment, se demandent, Fay, comment as-tu pu rester assise là et manger ce poisson? Il y a 3 ans, j'aurais pensé la même chose. Si vous vous êtes déjà retrouvé à une table, où votre propre mari riait de blagues sur votre famille, laissez un cœur brisé dans les commentaires. Je veux voir qui est avec moi ce soir. Et si vous êtes nouveau ici, appuyez sur s'abonner, car les 40 minutes qui ont suivi, je n'aurais jamais pu les inventer, mais elles se sont bel et bien produites. Prenez une grande inspiration avec moi, et replongeons-y. Entre le poisson et l'agneau, 2 hommes en costume gris sont apparus, au niveau du coude de Raymond. J'en ai reconnu un, Harold Grieve, l'auditeur externe d'Alden. L'autre, je ne le connaissais pas. Harold s'est penché. Ray, un instant dehors. Raymond l'a congédié d'un geste de la main. Nous sommes au beau milieu du repas. Ray, maintenant. L'homme inconnu s'est éclairci la gorge. Conformité du 4e trimestre. Le prêteur. Vivien a ri avec éclat, sans s'adresser à personne. Ah, les affaires, toujours les affaires. Vas-y, mon chéri. Raymond s'est levé. Il les a suivis dans le couloir. La porte a basculé derrière eux. Elle ne s'est pas fermée complètement. J'ai entendu la voix de l'auditeur à travers l'interstice. Ray, nous sommes en violation depuis 14 mois. Ils vont exiger le remboursement. Raymond a répondu, ils ne l'ont pas fait depuis 14 mois. Ce n'est pas rassurant. C'est inhabituel. Qui sont-ils? Le créancier principal, Mérite Capital. Et ils ont demandé les documents du conseil d'administration, la semaine dernière. Doucement, j'ai arrêté de respirer, jusqu'à compter jusqu'à 3. J'ai regardé Declan. Declan envoyait des textos à Cresa, qui se trouvait à 1 mètre de lui. J'ai regardé son pouce taper sur l'écran. J'ai regardé le centre de table. Des orchidées, blanches, d'une hauteur obscène. Raymond est revenu. Il n'avait plus la même couleur. Il s'est assis. Il n'a pas regardé Vivien. Vivien n'a posé aucune question. Il s'est servi un autre verre. Il en a bu la moitié. Il a dit, à personne et à tout le monde à la fois, tout va bien. Nous allons absolument bien. Vivien a répondu, bien sûr que oui, mon chéri. J'ai pris mon téléphone sous la table. J'ai envoyé un texto à Arthur. L'auditeur vient de signaler la violation de clause à voix haute. Arthur, à voix haute comment? Une phrase complète. À moins d'1 mètre de moi. Gamine, tu vas bien? Pose-moi la question dans 1 heure. J'ai reposé le téléphone. J'ai pris mon couteau. Raymond a tapoté son verre. Pas pour le toast officiel. Un avant-goût. Les hommes aux tables voisines se sont penchés. Mes amis, en attendant l'agneau, je veux parler brièvement de l'avenir de cette entreprise. Vivien a applaudi 2 fois, comme une petite machine à applaudissements. Alden Property est dans sa 43e année.
Mon père l'a commencé avec 3 propriétés à Back Bay. Je l'ai fait grandir pour en atteindre plus de 60. 2 clans, mon fils, et l'avenir. Applaudissements polis. Et l'avenir d'une entreprise n'est jamais l'affaire d'un seul homme. L'avenir, ce sont les alliances que cet homme noue, les partenariats, les mariages. Métaphoriques et autres. Qui détermine de qui nous porterons la sagesse plus loin? Ses yeux se sont posés sur Cresa, assez lentement pour être vus, assez rapidement pour prétendre que ce n'était pas délibéré. Je regarde autour de cette salle et je vois des opportunités. Je vois des familles dont les valeurs complètent les nôtres. Je vois des capitaux qui s'avouent aller. Le père de Cresa, Owen Holloway Vance, a incliné la tête d'1 centimètre, en direction de l'avenir du nom Alden. Raymond a levé son verre. Owen l'a levé. Vivien l'a levé. Cresa l'a levé. 2 clans l'a levé. Moi, je n'ai rien levé. La journaliste du Boston Globe a soulevé son téléphone. L'obturateur a cliqué. Vivien a donné un coup de coude à 2 clans. 2 clans m'a donné un coup de coude. Bébé, lève ton verre. Non. Il a tourné la tête. Fais, s'il te plaît. Non, 2 clans. Sa mâchoire s'est crispée. Tu me fais honte. Tu viens de lever ton verre à ton remplaçant. Il n'a pas répondu. Raymond, faisant semblant de ne pas avoir entendu, a repris, parfois, la vieille garde doit faire place à la nouvelle, et cela demande du courage. Applaudissements. Sous la table, la main de Cresa a de nouveau trouvé celle de 2 clans. Cette fois, je n'ai pas détourné le regard. J'ai observé. Je voulais me souvenir de la géométrie de cet instant. L'agneau est arrivé. Vivien l'a pris comme un signal. Oh, ça me rappelle. Je dois raconter à tout le monde la première fois de fait sur le yacht, l'été dernier. C'était inestimable. Des têtes se sont tournées. Nous étions au large de Nantucket. Une journée magnifique, une mer d'huile. Et fait, que Dieu la bénisse, a demandé si nous avions des gilets de sauvetage pour les enfants. Une pause, puis des rires. Ils se sont propagés. Elle était tellement sérieuse, et il n'y avait aucun enfant à bord. Il n'y avait que nous. Elle pensait que nous avions emporté des enfants dans nos bagages. Encore des rires. De vrais rires, cette fois, parce que l'histoire avait une bonne trame. Elle vient d'un monde plus simple, a déclaré Vivien, et sa voix a pris cette intonation typique des femmes qui s'apprêtent à pleurer sur commande. Nous avons essayé. Nous avons vraiment essayé de l'accueillir. Elle s'est tamponnée un œil. Elle n'avait pas de larmes. La mère de Cresa a tendu le bras, et lui a serré le poignet. Oh, Vive, tu as été un ange. Vivien a accepté ce geste de réconfort. Ça n'a pas été facile. La table a hoché la tête, d'un seul mouvement. La chose dont je me souviendrai, à propos de ce moment, c'est que personne ne m'a rien demandé. Personne ne m'a demandé si l'histoire était vraie. Personne ne m'a demandé ce que j'avais réellement dit. J'étais le sujet de l'anecdote, et la décoration au bout de la table. J'ai aussi réalisé que j'étais la seule personne à la table 1, à qui l'on n'avait pas servi la vie sur un plateau. Toutes les autres personnes à cette table. Raymond, Vivien, 2 clans, Cresa, Owen, Margaret. Avaient hérité de la chaise sur laquelle ils étaient assis. J'avais payé pour la mienne. J'ai attrapé la côtelette d'agneau avec ma fourchette. Je l'ai coupée. J'ai mâché. J'ai pensé, encore un plat, encore une réplique. Ensuite, nous verrons. J'ai posé ma fourchette. J'ai pris une gorgée d'eau. Je les ai regardés un par un, lentement, pour m'en souvenir. Raymond, avec l'intérieur humide de sa lèvre inférieure. Vivien, et sa serviette qu'elle tapotait. 2 clans, qui pas une seule fois en 36 minutes, ne m'avaient posé de questions. Cresa, qui m'en avait posé exactement une, me suis-je dit silencieusement. La seule question qui comptait, c'était, que ferait la fille d'Arthur Merritt en ce moment? La réponse est venue vite, plus vite que je ne l'espérais. Elle attendrait, encore un tour. Elle les laisserait terminer la danse, qu'ils étaient venus danser ici. Elle donnerait à Raymond la corde qu'il avait déjà achetée, et quand il ferait le nœud, elle ferait un pas de côté. Je me suis souvenu de ma mère, toute mince dans sa blouse d'hôpital,
l'oxygène dans le nez. Elle m'avait regardé et m'avait dit, « Fais, les gens qui ont besoin de te rabaisser ne sont jamais petits eux-mêmes. Ils sont terrorisés. Ne les réconforte pas dans cette attitude. » J'avais 19 ans. Je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. Je le comprenais maintenant. Dans une salle de bal du Four Seasons, avec un tablier Gucci à côté de mon assiette à pain, et un mari qui avait cessé d'être mon mari, quelque part entre l'amuse-bouche et le poisson. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas envoyé de texto à Arthur. Pas encore. J'ai ouvert l'application de notes. J'ai tapé 3 mots, en finir ce soir. J'ai fermé le téléphone. J'ai souri. J'ai soulevé ma fourchette. Nora a de nouveau envoyé un texto. Je n'ai pas regardé. J'ai pensé au contrat de mariage. J'ai pensé à Gregory Finch. J'ai pensé aux 14 mois de violation de clause, posés dans une enveloppe sur un bureau de conformité sur Summer Street. J'ai pensé, tout ce que j'ai à faire, c'est rester debout, quand il me demandera de m'asseoir. Declan s'est levé. Il s'est penché. Son haleine sentait le whisky et le crabe. Dans le couloir, maintenant. Je me suis levé. Vivien regardait. Raymond faisait semblant de ne rien voir. Nous avons franchi les portes de la cuisine, pour entrer dans le couloir de service. Du marbre, blanc, vide, à l'exception d'un serveur qui faisait semblant de ne pas nous voir. Declan s'est retourné. Son visage était rouge. Fais, tu dois sourire. J'ai besoin que tu souris. Mon père t'observe. J'ai remarqué. Arrête avec ce ton. Sois juste une épouse, pendant encore 2 heures. Définis le mot épouse, Declan. Bordel, fais. Tu tiens la main de Créza depuis 40 minutes. C'est une vieille amie. C'est une candidate. Ses yeux l'ont trahi, un léger tressaillement dans le coin. J'avais vu juste. Fais, je ne l'ai jamais touché. Je t'aime. J'ai besoin que tu arrêtes. Que j'arrête quoi? Que j'arrête de mentir dans le couloir devant un serveur? Le serveur est soudain devenu très absorbé par un plateau. Declan a attrapé mon poignet. Il a refermé sa main dessus, avec force. J'ai baissé les yeux sur sa main. J'ai levé les yeux vers son visage. Declan, lâche-moi. Il n'a pas lâché pendant 3 secondes. Puis, il l'a fait. Il y avait une marque blanche sur ma peau. Elle a viré au rose. Elle serait violette d'ici le matin. Ne m'oblige pas à choisir ce soir, fais. Declan, écoute-moi. Tu l'as déjà fait. Il a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai entendu ton père sur haut-parleur, lundi. Ça veut dire que j'ai lu le rapport du 4e trimestre. Ça veut dire que j'ai regardé Créza te tenir la main. Fais, retourne à l'intérieur. Assieds-toi. Finis ton agneau. Il m'a dévisagé. Je suis passé devant lui. J'ai poussé la porte de la cuisine. Je suis retourné à la table numéro 1, avec mon poignet qui commençait déjà à bleuir. Les toilettes pour femmes au Four Seasons font la taille de mon appartement. Des lavabos en marbre, un petit coin salon avec des chaises en velours. Je suis allé vers le miroir, j'ai regardé mon poignet, des empreintes de doigts, 4 marques de Declan. J'ai pris une photo. Je ne savais pas encore pourquoi. Des preuves, probablement, ou une trace pour moi-même, ou les deux. Mon téléphone a sonné. Arthur. Papa. Gamine, tu es dans les toilettes? Comment tu as deviné? Parce que tu es toujours dans les toilettes, quand tu m'appelles lors d'un événement. J'ai remarqué. J'ai ri, une seule fois. C'était un rire noyé de larmes. Papa, il m'a attrapé le poignet. Long silence, le genre de silence que fait Arthur quand il hésite entre 3 phrases. Fort comment? Assez fort pour laisser des empreintes. Un autre silence. Gamine, je suis à 11 minutes du Four Seasons. Je suis à 11 minutes du Four Seasons depuis 18 heures. Je vais rester ici. Dis-moi quand tu as pris la route depuis Worcester. J'ai pris la route depuis Worcester à 16 heures, cet après-midi. Gregory est avec moi. Il a un porte-document.
Il y a une lettre à l'intérieur de ce porte-document. Je ne vais pas te dire ce qu'elle dit, à moins que tu ne me le demandes. Mes mains ont commencé à trembler. Je les ai pressées à plat contre le comptoir. Pourquoi es-tu venu? Parce que j'attends depuis 14 mois. Parce que Grégory m'a appelé lundi. Parce que ta mère m'a dit quelque chose la semaine avant sa mort, et que je lui ai promis que je ne le raterais pas, quand ça arriverait. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu ne m'appellerais pas avant la dernière minute? Que je devais rester près de toi. Elle avait raison, gamine. Tu vas appeler. J'ai fermé les yeux. Papa, pas encore. D'accord, j'attends. Je suis retourné à table. Les assiettes à dessert avaient été servies. De petits bols en verre remplis de panna cotta, sur des soucoupes qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Raymond était déjà debout. Il avait un nouveau verre, une flûte à champagne. Il l'a tapoté avec un couteau en argent. 3 notes claires. La salle de bal s'est tue. 550 visages se sont tournés vers la table numéro 1. Le quatuor à cordes a cessé de jouer. La journaliste du Boston Globe a mis son téléphone en position. Le photographe du Boston Magazine a fait de même. Raymond a souri, avec le sourire qu'il arborait lors des réunions d'actionnaires. Large, régulier. Amis, famille, chers partenaires, anciens et nouveaux. Rire poli. Il y a 3 ans ce soir, mon fils a ramené à la maison une jeune femme originaire de... Où ça déjà, de Clan? De Clan. Worcester. Worcester. Que Dieu bénisse cet endroit. Son père est un mécanicien, le genre de type qui a vraiment les pieds sur terre. Quelques rires, inconfortables, se sont répandus de manière inégale. Sous la table, Créza a glissé sa main sur le genou de Declan. J'ai regardé la scène se produire. Vivien a regardé la scène se produire. Vivien a souri. Raymond a continué, et nous, au sein de la famille Alden, avons observé pendant 3 ans maintenant avec amour, avec patience, avec. Il a fait une pause, faisant durer le plaisir. Un espoir considérable. Créza a gloussé. Elle n'a pas cherché à le cacher. Mon fils est un homme bon, un bon directeur financier, un bon. Il a regardé autour de la pièce. Candidat pour le genre d'avenir dont cette famille a besoin. Le père de Créza s'est penché en avant, sur sa chaise. J'ai posé ma serviette sur la table, pliée, les coins alignés, une vieille habitude d'avocate. Sous la table, mon téléphone s'est allumé une fois. Arthur, je suis dans le hall. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé Raymond lever son verre. Raymond a soulevé la flûte plus haut. Les lustres s'y sont reflétés. Il y a 3 ans, mon fils a ramené à la maison une gentille fille, aimable, sérieuse, et nous avions des espoirs. Je vais le dire parce que nous sommes en famille. Des espoirs qu'avec du temps, de l'attention et un peu d'exposition, elle pourrait grandir, et s'intégrer à ce monde. Quelques rires, plus forts maintenant, des rires d'approbation. Elle a essayé, vraiment. Elle a porté les robes. Elle est venue au dîner. Elle a même, que Dieu la bénisse, tenté l'expérience du yacht. Vivien a lâché un rire théâtral. C'était le signal. La salle de bal a ri avec elle. Et nous avons adoré la regarder essayer. N'est-ce pas, Vivien? Oui, mon chéri. Mais certaines unions prennent racine, et d'autres non. Les rires sont retombés en un murmure confus. Certains invités se sont penchés, sans trop savoir où cela menait. Le pouce de la journaliste du Globe flottait au-dessus du bouton d'enregistrement. Et la vérité, mes amis, c'est qu'une famille comme la nôtre, Raymond a fait un grand geste, un héritage comme le nôtre nécessite des partenaires qui soient à la hauteur. Pas pour pas, capital pour capital, pédigré pour pédigré. Le silence, maintenant. Un vrai silence. Raymond s'est tourné. Il m'a regardé droit dans les yeux. 500 visages ont suivi son regard. Fais, ma chérie. Je n'ai pas souri. Nous avons vraiment adoré te regarder essayer. Mais ce soir, devant nos amis et partenaires les plus chers, je pense qu'il est temps que nous reconnaissions tous, ce que nous avons fini par comprendre. Il a fait une pause, le temps d'un battement de cœur, dont je me souviendrai pour le reste de ma vie.
que le prochain chapitre de la vie de mon fils appartient à une femme, qui a été élevée pour l'écrire. Le silence, pendant 3 longues secondes, puis un rire solitaire. Creza. Ensuite, une poignée de rires épars, puis des applaudissements, timides. Raymond a souri à son fils, à Declan. Declan s'est levé. Il a levé son verre. Je me suis levé. Tous les autres étaient assis. J'étais debout. Declan était à moitié levé de sa chaise, son verre en l'air. Raymond était en plein milieu de son toast. Le sourire de Vivien était figé. 550 visages ont pivoté vers moi. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai parlé de la même manière que je parle lors d'une déposition sous serment. Raymond. La salle de bal est devenue silencieuse. Vous avez parlé pendant 3 ans. Laissez-moi parler pendant 3 minutes. Le verre de Raymond s'est abaissé. Son sourire est devenu quelque chose qu'il maintenait en place avec effort. J'ai épousé votre fils parce que je l'aimais. J'ai signé votre contrat de mariage, parce que je n'avais rien à cacher. Je me suis assise à vos dîners de Noël en tablier. Je pensais que la politesse était une force. La journaliste du Globe a appuyé sur enregistrer. J'ai vu le point rouge. Ce soir, devant vos partenaires et votre presse, vous avez porté un toast à ma remplaçante, juste devant moi, et en présence de mon mari. Je me suis tourné vers Declan. Il s'était figé, le verre en l'air. Tu as tenu sa main sous la table pendant 40 minutes. J'ai compté. La bouche de Creza s'est entr'ouverte. Vivien, vous m'avez offert un 3e tablier Gucci cette année. J'ai 3 placards, et 3 tabliers. J'aimerais vous les rendre tous. La main de Vivien s'est portée sur son collier de perles. Je me suis tourné de nouveau vers Raymond. Et Raymond, vous avez traité mon père de mécanicien graisseux, devant mon mari. 3 années de suite à compter de ce soir. Votre fils a ri plus fort qu'il n'a jamais ri dans notre appartement. Raymond a posé son verre. Fait. Je n'ai pas terminé. La salle de bal ne respirait plus. Vous allez vouloir vous asseoir, maintenant, Raymond. Il ne s'est pas assis. J'ai ajouté calmement, je vous l'ai demandé gentiment. Declan a contourné sa chaise. Son visage avait pris une très mauvaise couleur. Declan a marché autour de la table, lentement, comme un homme qui l'avait répété dans sa tête, sans savoir qu'il répétait. Il s'est arrêté devant moi. Il faisait 15 centimètres de plus. Il était ivre. 4 whisky. J'avais compté ça aussi. Fais, assieds-toi. Non. Tu me fais honte. Tu as fait ça tout seul. Assieds-toi. Declan, recule. Il a levé la main. Je rejouerai la demi-seconde avant la gifle, 1 millier de fois. Le visage de Declan n'exprimait pas la rage. Il exprimait la panique. La panique d'un homme qui a passé toute sa vie à donner une représentation pour son père, qui vient de découvrir que son père le regarde, et que sa femme refusera de l'aider dans cette représentation. Il a frappé, la paume ouverte. Son alliance m'a écorché la lèvre inférieure. Le son a résonné nettement, comme une assiette tombée sur du marbre. Ma tête a tourné sous le choc. Je ne suis pas tombé. J'ai eu un goût de cuivre dans la bouche. Le silence, pendant un battement de cœur complet. Puis, des rires. Pas tout le monde, pas même la majorité, mais suffisamment. Creza a ri. Le père de Creza a ri une fois, puis s'est arrêté. Une femme au bar a ri. Une femme, 2 tables plus loin, a dit haut et fort, « Oh mon Dieu !» Je n'ai pas bougé. J'ai porté ma main à ma lèvre. Mes doigts sont ressortis rouges. J'ai regardé le sang. J'ai regardé Declan. J'ai souri. Ce sourire était tout petit. Il était privé. C'était le sourire d'une femme, à qui l'on venait de tendre la seule chose qu'elle attendait. Declan l'a vu. Son expression s'est fissurée. Fait. Je. Declan. J'ai attrapé mon téléphone. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai ouvert mes messages. J'ai ouvert la conversation avec Arthur. J'ai tapé 2 mots. Papa, s'il te plaît. J'ai appuyé sur envoyer.
J'ai posé le téléphone sur la table. L'écran tournait vers le haut. Tout le monde à la table numéro 1 pouvait voir la conversation. La salle de bal ne s'en était pas remise. 550 personnes regardaient une femme, la lèvre coupée, debout à côté d'un mari tremblant. Certains filmaient. Certains faisaient semblant de ne pas le faire. Raymond a retrouvé sa voix. Fait. Chérie, c'était un moment très dramatique. Je suis sûr que Declan est déjà. Raymond, arrêtez de parler. Fait. Arrêtez de parler. Il s'est arrêté. Vivien a essayé. Ma chérie, nous devrions tous simplement nous calmer. Et Vivien, vous allez vouloir vous arrêter, vous aussi. Elle s'est arrêtée. Declan a essayé. Fait, s'il te plaît, allons derrière. Et non. J'ai regardé mon téléphone. 90 secondes s'étaient écoulées. L'accusé de lecture est apparu, puis les points de frappe. Puis, plus rien. Puis, à 2 tables de là, Raymond a mimé le geste de lâcher un micro, à l'attention d'Owen Holloway-Evans. Les 2 hommes ont gloussé faiblement. Raymond s'est assis. Il a rempli son verre. Il l'a levé, et a dit à l'assemblée, circulez, il n'y a rien à voir. L'amour de jeunesse. Amenez les chariots de dessert. Vivien a fait signe à un serveur, plus de 20. Plus de 20 à la table 4. Le quatuor à cordes, nerveux, a recommencé à jouer. Quelque chose de doux, quelque chose qui ne correspondait pas à la situation. Declan s'est assis lourdement à côté de Cresa, qui n'avait pas bougé. Pendant environ 40 secondes, la salle a eu l'impression que le moment pourrait passer, que la salle de bal pourrait l'assimiler, que Raymond pourrait effectivement gagner. Puis, les doubles portes au fond de la salle de bal se sont ouvertes. Ce sont des portes de plus de 3 mètres de haut. Elles se sont ouvertes des 2 côtés. Arthur Mérite est entré. Il portait un blazer bleu marine sur une chemise en flanelle foncée, des bottes de travail, et un jean avec un faux pli venu de Worcester. Il avait cette petite cicatrice sur l'articulation du pouce, datant de 1987, que le Boston Globe photographierait plus tard. Derrière lui marchait Gregory Finch, dans un costume gris, tenant un porte-document en cuir. Derrière Gregory marchaient 2 jeunes associés de Mérite Capital, portant des enveloppes Kraft scellées. La salle de bal les a remarqués par vagues successives. Les serveurs l'ont remarqué en premier. L'un d'eux a laissé tomber un plateau de cuillère. Ça a cliqueté bruyamment. Personne n'a ri. Les banquiers ont remarqué ensuite. 3 hommes, à la table 14, se sont levés en même temps, tels des chiens entendant un sifflet. L'un d'eux a murmuré « Oh non ». Raymond a remarqué en 3e. Son visage a pris la couleur du ciment sec. Owen Holloway-Evans a remarqué en 4e. Il s'est tourné vers sa femme et a dit d'une voix bien audible « C'est Arthur Mérite ». Sa femme Margaret a chuchoté en retour « Pourquoi est-ce qu'Arthur Mérite est à l'anniversaire des Alden ?» Owen n'a pas répondu. Il regardait Arthur marcher. Arthur a traversé la salle de bal au rythme d'un mécanicien, sans se presser, de la même manière qu'il traverse un garage. Il s'est arrêté à la table numéro 1. Il m'a regardé en premier. Gamine. Ta lèvre. Il a sorti un mouchoir blanc de la poche de son blazer. Il m'a tamponné la lèvre. Sa main était ferme. Elle sentait légèrement le dégraissant pour moteur. Elle sent toujours ça. Tu vas bien? Maintenant, oui. Il a plié le mouchoir. Il l'a remis dans sa poche. Il s'est retourné. Raymond. Raymond n'avait pas cligné des yeux depuis 20 secondes. Arthur, je sais. Qu'est-ce que vous? Raymond, ça fait un bail depuis la révision du prêt du 2e trimestre. Vivien, s'adressant très doucement à la mère de Cresa, Margaret, qui est-ce? Margaret, plus fort qu'elle ne le voulait, vive, il possède votre emprunt. Si ce moment vient de vous donner des frissons, laissez le mot au papa dans les commentaires. Je veux voir qui est ici avec moi ce soir. Ce qui se passe ensuite, c'est la partie que je n'arrive toujours pas à revoir sans sentir mon propre rythme cardiaque s'accélérer. Ça ne se passe pas avec des avocats, qui courent avec des mallettes. Ça ne se passe pas avec des cris.
Ça se passe avec une seule phrase calme de mon père, et un simple stylo. Les gens qui ont ri de ma famille pensaient que le pouvoir était bruyant. Mon père m'a appris que le pouvoir est patient. Si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, cliquez sur s'abonner. Les 20 dernières minutes sont la raison pour laquelle nous sommes ici. Arthur n'a pas élevé la voix. Il n'a pas élevé la voix depuis 1979. Raymond, il y a 14 mois, Alden Property a violé la clause 4.2 sur le prêt de premier rang de 840 millions, octroyé par Mérite Capital, concernant le ratio dette-fonds propres. Vous l'avez violé à nouveau en avril, en juillet, et le mois dernier. La bouche de Raymond s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Je vous ai accordé 14 mois, Raymond, parce que ma fille me l'a demandé. Une exclamation de surprise à la table 4. Un banquier, à la table 14, s'est rassis lourdement. Ce soir, votre fils a posé les mains sur ma fille, à 2 reprises. Le visage de Declan a pris la couleur du lait. À 2 reprises. Le poignet tout à l'heure. Le visage maintenant. Les 2 fois dans un couloir du Four Seasons. Les 2 fois devant témoin. Grégory Finch s'est avancé. Il a ouvert le porte-document en cuir. Il en a sorti un unique document. 3 pages, notarié. Avis de défaut de paiement et d'exigibilité anticipée, a annoncé Grégory, sa voix portant bien, pas forte, mais claire. Délivré au secrétaire général d'Alden Property par courrier certifié à 18h47 ce soir, il y a 63 minutes. Une deuxième copie est ici, pour votre reconnaissance personnelle. Il a posé le document sur la nappe blanche, devant la panna cotta de Raymond. Raymond l'a fixé du regard. Arthur, nous avons un délai de grâce. Nous avons 30 jours. Nous. Vous avez 30 jours, Raymond. Utilisez-les. Declan, depuis sa chaise, papa, quel prêt? La salle de bal l'a entendu. Arthur s'est tourné vers Declan. Sa voix n'a pas changé. Fils, tu es le directeur financier. Je n'ai pas. Tu as signé la déclaration d'information en mars, il y a 8 mois. Mon nom est à la page 12. Declan a émis un son qui n'était pas un mot. Tu l'as signé, a dit Arthur. Tu ne l'as pas lu. Créza a lâché la main de Declan. Je me suis tourné vers Declan. La salle de bal tout entière nous regardait. Je dépose ma demande de divorce demain, à 8h du matin. Dans l'État du Massachusetts, pour faute. Cruauté, blessure corporelle. J'ai la photographie de mon poignet. J'ai la coupure sur ma lèvre. J'ai 500 témoins. Declan s'est levé à moitié. Fais, s'il te plaît. J'étais ivre. J'étais. Tu étais lucide. Le contrat de mariage. On peut. Le contrat de mariage tient bon, Declan. Section 7, sous-section B, séparation de biens. Grégory l'a rédigé. Il représente mon père. Il me représentait, moi. Tu ne l'as pas lu non plus. Créza a rassemblé ses affaires, et a pris son sac à main. Elle s'est levée. Elle a marché, sur des talons qui ne pouvaient pas gérer le marbre à grande vitesse, vers la sortie latérale. Son père Owen l'a suivi. Il n'a pas regardé Raymond en sortant. J'ai regardé Vivien. Sa main était toujours sur ses perles. Vivien. Les 3 tabliers seront sur la table de votre salle à manger, d'ici demain après-midi. Avec accusé de réception. Vivien a gémi, fait, non. Raymond s'est levé lentement. Sa serviette est tombée sur le sol. Arthur, je t'en prie. Nous pouvons. Arthur, nous nous connaissons depuis. Lundi, Raymond. 9h du matin. Mon bureau sur Summer Street. Amenez vos avocats. Amenez le président de votre conseil d'administration. Amenez un plan. Arthur. Un simple coup de téléphone. Ça n'avait pas besoin d'en arriver là. Ça n'avait pas besoin d'en arriver là. Raymond, c'est vous qui avez choisi d'en arriver là. Arthur s'est tourné vers Grégory. Nous avons terminé. Grégory a refermé le porte-document, avec un léger clic qui a résonné. Arthur m'a offert son bras. Je l'ai pris. Nous avons marché ensemble, à travers 550 personnes,
qui comprenait désormais qu'il s'était trompé de dîner. La journaliste du Boston Globe nous a suivis jusqu'à la porte. Le téléphone en l'air. Arthur a dit, sans même la regarder, pas de commentaire. Demandez au service de presse de Mérite Capital. Les portes de la salle de bal se sont refermées derrière nous. 48 heures plus tard, Alden Property a tenu une réunion d'urgence de son conseil d'administration, dans une salle de conférence louée dans le quartier de Seaport. Je n'y étais pas. J'ai lu le compte-rendu 3 jours plus tard. Grégory me l'a envoyé. 840 millions exigibles immédiatement. Liquidité disponible chez Alden, 94 millions. Ratio de liquidité rompu. Recours de garantie épuisé. Horloge du délai de grâce de 30 jours en marche. Vente de feu autorisée, sur 3 actifs commerciaux dans Fenway et le South End. Objectif, 60 centimes pour $1. Dans le meilleur des cas. Première motion du Conseil, démettre Raymond Alden de ses fonctions de PDG, pour non-divulgation de violation de clauses restrictives au Conseil d'administration. Vote, 7 pour, 2 abstentions. Deuxième motion du Conseil, démettre Declan Alden de ses fonctions de directeur financier, pour manquement à ses obligations fiduciaires, et plus précisément pour non-divulgation d'un intérêt matériel lié, dans la documentation du prêt principal. Vote, 9 pour, 0 abstention. Le Conseil a nommé un PDG par intérim, extérieur à la famille, une spécialiste des redressements, une femme nommée Hélène Rask, qui avait fait la même chose pour une chaîne de magasins à Providence. La première déclaration publique d'Hélène a tenu en 2 phrases. Alden Property procède à une cession ordonnée de ses actifs, sous la supervision de notre créancier principal. Nous nous engageons à assurer un redressement transparent, pour nos parties prenantes. Le Boston Globe a publié l'histoire, le lendemain matin. Le Boston Magazine a placé mon nom de famille, dans le 3e paragraphe. 2 paragraphes plus loin, il mentionnait celui de mon père. Il l'appelait un self-made man. Il mentionnait le garage. Je me suis assise dans mon appartement du South End, le dimanche matin, avec mon café et le Globe. Je l'ai lu une fois. Je l'ai posé. Je ne l'ai pas gardé. Nora a appelé. Fait. Je sais. Fait. J'ai dit que je sais. Tu l'as fait. C'est mon père qui l'a fait. Fait. Qui l'a appelé lundi? Le comité exécutif du Women's Club de Brooklyn a tenu un vote silencieux. Le nom de Vivien a été retiré, du comité d'organisation du gala de printemps. Aucune déclaration, aucun email, juste son absence dans la prochaine newsletter. 2 de ses plus vieilles amies ont annulé leur déjeuner au Harvest, le mardi. Une 3e le lui a dit en face, dans un Starbucks sur Bacon Street. Vive, l'histoire est partout. Je ne peux pas être vue avec toi en ce moment. Je suis désolé. Ensuite, elle a laissé son café latte sur la table, et elle est partie. Vivien a conduit jusqu'à mon appartement, le mercredi après-midi. Elle n'a pas appelé avant. Elle est restée devant l'interphone du hall, pendant 10 minutes. Le portier ne l'a laissé monter, que parce que je lui ai dit de le faire. Elle a franchi ma porte, sans y avoir été invitée. Elle s'est assise sur mon canapé. Elle n'avait pas dormi. Fais, je t'en prie. Je veux dire que j'aurais dû. Je ne l'ai pas fait. Vivien. C'est mon mari. Il est tout ce que je. Vivien. S'il te plaît, ne nous détruis pas. S'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Je m'excuserai publiquement. Vivien, regardez-moi. Elle a levé les yeux. Son mascara avait coulé. Je vous pardonne, en mon nom propre. Vraiment. C'est le seul pardon que j'ai le pouvoir d'offrir. Je ne parle pas au nom de Mérite Capital. Je ne parle pas au nom du conseil d'administration d'Alden. Je ne parle pas au nom de la SEC. Là. Quoi? Grégory vous expliquera. Appelez-le lundi. Fait, j'allais finir par t'aimer. Je te le promets. Vivien, je vous ai entendu. Elle a pleuré. Je l'ai laissé faire. Je ne l'ai pas réconfortée. Au bout de 20 minutes, elle est partie. J'ai jeté le coussin sur lequel elle s'était assise. Pas par cruauté, mais poussé par un sentiment,
que je ne peux décrire que comme un besoin de nettoyage. Declan est venu à mon cabinet d'avocat, le jeudi, dans le hall. Il ne s'était pas rasé. Son blazer avait une tache sur le revers. La sécurité m'a appelé. Je leur ai dit de l'envoyer dans la salle de conférence B. Des murs en verre. Des témoins. Il s'est assis. Il a posé ses mains à plat sur la table. Il a regardé ses mains. Fait. Declan. Je perds tout. La maison, la voiture. Papa. Papa pourrait. Il y a une enquête de la SEC. Cette histoire de déclaration. Ils appellent ça une fausse déclaration matérielle. Je sais. L'avocat a dit que je pourrais être interrogé sous serment. Je pourrais être. Fait. Je ne sais même pas ce que j'ai signé. Je le sais aussi. Nous pourrions. Nous pourrions tout quitter. Partir quelque part. Je le quitterai, lui. Je les quitterai, eux. Je. Declan, arrête. Il s'est arrêté. J'ai fait glisser un carnet Moleskine noir à travers la table. J'avais réécrit les notes au stylo bleu. 12 pages. Qu'est-ce que c'est? 3 ans de notes, de dates, de citations, de témoins. Chaque fois que ton père a insulté le mien. Chaque fois que ta mère m'a offert un tablier. Chaque fois que tu as ri, et que tu n'as pas tourné la tête. Il l'a ouvert. Il a lu la première page. Il a mis sa main sur sa bouche. Fait, je ne le donne pas au tribunal, Declan. Je te le donne à toi. Pour que tu saches que je n'ai pas été surprise. J'ai été patiente. Je suis tellement désolé. Je crois que tu es désolé. Je crois aussi qu'il a fallu que tu perdes tout, pour en arriver là. Le travail, le père, la maison. Ce n'est pas suffisant pour moi. Il pleurait. Je n'ai pas bougé. Adieu, Declan. Fait, ne reviens pas. Ni au cabinet, ni à l'appartement, ni à la clinique, plus jamais. Je me suis levé. Je suis sorti. Il ne m'a pas suivi. La semaine suivante, la SEC avait ouvert une enquête préliminaire. Pas une inculpation, pas encore. Juste une assignation à produire des documents. La question officielle était de savoir si le fait qu'Alden Property n'ait pas divulgué 14 mois de violation continue de clauses à ses détenteurs d'obligations publiques, constituait une fausse déclaration matérielle. L'avocat externe de Raymond facturait $690 de l'heure. La provision s'élevait à 2 millions. Vivien a mis la maison de Brooklyn sur le marché, la 3e semaine. Prix demandé, 9,6 millions. Estimation Zillow, 7 millions. Le Boston Globe a publié un article de suivi le dimanche. Dans la section économique, une grande photo au-dessus de la pliure. Raymond, entrant dans le bureau de son avocat sur Federal Street, la tête baissée, la main levée pour bloquer l'appareil photo. La légende disait, Raymond Alden, démis de ses fonctions de PDG d'Alden Property le mois dernier, sort de chez son avocat après une réunion de 3 heures. Une journaliste a appelé mon bureau. Elle s'appelait Janet Park. Elle avait couvert mon dossier sur l'affaire Whelan, l'année précédente. Fait. Janet. Je dois vous le demander, est-ce que c'était personnel? J'y ai réfléchi pendant 3 bonnes secondes. Janet, c'était financier. Ça a toujours été financier. Ils ont signé les documents. Ils ne les ont pas lus. Le bureau de conformité de mon père, lui, l'a fait. Mais la gifle. La gifle était la fin, pas la raison. Demandez au service de presse de Mérite Capital. Ils ont une déclaration. Elle l'a notée. Elle m'a appelé une dernière fois cette année-là, en octobre, en off, pour me dire que Raymond avait conclu un accord avec la SEC, acceptant une amende et une interdiction de 10 ans de siéger au conseil d'administration de toute société cotée en bourse. Pas de prison, pas de procès, juste un plafond de 10 ans, posé sur une vie qui avait toujours tout dominé. J'ai dit, merci de me l'avoir dit, Janet. Et je le pensais vraiment. Vivien a publié un long texte de 600 mots sur Facebook, un mardi à la fin d'octobre. Elle y utilisait le mot cheminement à 4 reprises. Elle utilisait le mot croissance à 3 reprises.
Elle utilisait le mot désolé 0 fois. Elle m'avait identifié. Elle disait en partie qu'elle avait toujours cru en moi. Qu'elle avait essayé de faire fonctionner notre famille. Qu'elle avait été, à sa manière, en train d'apprendre. Elle écrivait à apprendre, comme si elle avait inventé le concept. 300 commentaires en moins d'une heure. Les commentaires n'étaient pas tendres. Nora, qui avait 800 amis sur Facebook, a écrit sa propre publication publique, 1 heure plus tard. On pouvait y lire, certaines personnes apprennent, quand ça ne leur coûte rien. Certaines personnes apprennent, quand ça leur rapporte quelque chose. Mon ami fait mérite n'est ni l'une ni l'autre. Elle a observé. Elle a été patiente. Elle a dit la vérité une fois, et une seule fois, dans un lieu public. La dignité n'a pas besoin d'une section de commentaires. La dignité n'a pas besoin d'un hashtag. La dignité n'a pas besoin de l'arc de rédemption de qui que ce soit. Je n'identifie personne. Vous savez qui vous êtes. Sa publication a été partagée 4000 fois. Vivien a supprimé son propre message, dès le jeudi. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas liké la publication de Nora en public. Je lui ai envoyé un texto. Merci. Elle m'a répondu, tu n'avais pas besoin de gagner. Tu avais juste besoin d'arrêter de perdre. J'ai scotché ce texto sur le mur de mon bureau, imprimé sur papier. Je l'ai gardé au-dessus de mon bureau, pendant 1 an. Le lendemain matin, j'ai supprimé mon compte Facebook. J'ai gardé l'email que Nora m'avait envoyé, à propos d'un espace de bureau de 2 pièces, sur Chandler Street à Worcester. Je l'ai lu le samedi. J'ai fait la route le dimanche. J'ai signé le bail le lundi. Ma mère aurait bien ri. 6 mois après la soirée au Four Seasons, j'ai ouvert le centre d'aide juridique Hélène Merritt, sur Chandler Street à Worcester. Le bâtiment avait été un magasin de pneus, en 1962. Le propriétaire était le petit-fils de l'homme, qui avait vendu à mon père son tout premier garage. Il m'a facturé $1 par an. Il a signé le bail avec un stylo plume. Nous faisions du droit de la famille pro bono, des divorces, des révisions de contrats de mariage, des ordonnances d'éloignement, de la défense contre les saisies sur salaire. Nous n'acceptions aucun client avec des honoraires provisionnels. Nous fonctionnions grâce à une subvention financée par la branche caritative de Merritt Holdings, et sur mes propres économies. Ainsi que sur les heures de bénévolat de Nora, et de 2 autres amis de la fac de droit. Notre jour d'ouverture était un samedi d'avril. Il y avait du café du dîner d'à côté. Il y avait 40 chaises pliantes. Il y avait mon père, en chemise de flanelle, debout près de la porte, faisant semblant de ne pas avoir pleuré 2 fois, pendant le trajet en voiture pour venir. Il y avait une photographie de ma mère, à 26 ans, sur le mur derrière le bureau. Elle riait. Elle portait un imperméable jaune. J'ai prononcé un court discours. Je ne l'avais pas préparé. J'ai lu depuis mon téléphone. Ma mère m'a dit, quand j'avais 19 ans, de laisser les gens me sous-estimer, parce que c'était l'avantage le moins cher que j'obtiendrais jamais. Aujourd'hui, avec gratitude, je vous transmets cette économie. Notre première cliente a franchi la porte, 12 minutes plus tard. Une femme de Shrewsbury. Ses beaux-parents avaient retiré son nom de l'acte de propriété d'une maison, qu'elle avait elle-même payée. Elle pleurait. Elle portait son enfant de 3 ans sur la hanche. Je l'ai fait asseoir. Je lui ai apporté du café. Je lui ai dit, racontez-moi tout depuis le début. J'ai toute la journée. Et j'avais effectivement toute la journée. J'avais enfin toute la journée. Il y a quelque chose que je veux vous dire. J'ai attendu longtemps avant de le dire. Quand j'avais 19 ans, ma mère était en train de mourir, dans une chambre d'hôpital avec une fenêtre qui donnait sur un parking. Elle m'a tenu la main, et elle a dit, fais, les gens qui ont besoin de te rabaisser ne sont jamais petits eux-mêmes. Ils sont terrorisés. Ne les réconforte pas dans cette attitude. Elle a aussi dit, quand tu rencontreras un homme qui prendra ton père de haut, pars. Ton père n'a pas besoin d'être défendu. Tu as besoin d'un homme, qui sait à quoi ressemble le vrai travail. Elle m'a donné une lettre scellée. Elle a dit, ouvre-la quand tu en auras besoin. J'ai gardé cette lettre dans un tiroir, pendant 12 ans. Je l'ai ouverte le matin du dîner d'anniversaire. À 7 heures du matin, j'ai bu mon café. J'ai brisé le seau.
Elle tenait sur une seule page. Il y était écrit, « Fais, tu auras sûrement attendu trop longtemps. Tu le fais toujours. Ton père et moi sommes prêts depuis le jour où nous t'avons rencontré. Quand tu auras fini d'attendre, appelle-le. Il viendra. Aime-le. Il est l'homme que je t'ai dit de trouver. » J'ai porté cette lettre dans ma pochette, ce soir-là. Je n'ai pas eu besoin de la relire. Je veux vous dire une chose. Je veux le dire clairement. Quand quelqu'un vous aime pour l'utilité que vous pourriez avoir, ce n'est pas de l'amour. C'est de la gestion d'inventaire. Vous n'avez pas à prouver votre valeur, en la cachant? Vous la prouvez, en refusant de laisser quiconque y mettre un prix. Et si vous avez quelqu'un dans votre vie? Un père, une mère, une sœur, un ami. Qui entrerait dans n'importe quelle pièce pour vous, n'attendez pas 12 ans pour l'appeler. C'est un dimanche de septembre, le deuxième dimanche, celui avec la belle lumière. Mon père est dans le garage, derrière sa maison à Worcester. Il a le nez sous le capot d'une Mustang de 1968. La voiture appartient à une voisine. Il ne la fait pas payer. Il ne fait jamais payer les voisins. Il fait payer les banquiers. Je lui tends les clés à molette. Je connais leur nom. Je les connais depuis que j'ai 8 ans. Il dit, 3/4. Je lui tends la 3/4. Il dit, gamine, la paperasse est toute propre. Je dis, papa, ça fait 1 an que c'est propre. Il répond, je sais. Il ferme le capot. Il s'essuie les mains sur le chiffon, glissé dans sa poche arrière. Ce chiffon est plus vieux que moi. Je pense qu'il est peut-être plus vieux que Merit Holdings. Il me regarde. Ses yeux ont la même forme que ceux de ma mère. Gamine. Ouais. Ce n'est pas de cette paperasse-là, que je me suis jamais soucié. Le soleil entre par la porte du garage. Il accroche la tache de cambouis sur l'articulation de son pouce, celle de 1987. Je m'adosse à la Mustang. Je ferme les yeux. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si vous avez déjà été la personne silencieuse à table, celle que les gens sous-estimaient, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous, pour ne pas manquer la prochaine histoire. Descendez voir la description. J'y ai mis les liens de 2 autres vidéos. L'une commence à un enterrement, l'autre commence à la lecture d'un testament. Les 2 se terminent par le même genre de silence que celle-ci. Dans les commentaires, dites-moi qui est le Arthur de votre vie. Celui qui entrerait dans n'importe quelle pièce pour vous. Je lirai tout le monde. Je vous le promets.